Donc, nous entamons cette nouvelle séance de notre séminaire international sur l'histoire de l'ESS qui, cette fois, concerne l'Espagne. Nous avons la chance d'avoir Santiago Castillo, qui était professeur à l'Université Complutense de Madrid, sur l'histoire et les sources du mutualisme en Espagne, ainsi que Sébastien Reina, qui est professeur associé à l'IFTA à Madrid, sur les racines du mouvement coopératif en Espagne. Donc, nous aurons comme discutante Patricia Tucas, qui est une hispanisante émérite. Voilà. Et donc, nos intervenants vont intervenir d'abord pour M. Castillo en français, nous l'en remercions. Et pour l'intervention de M. Reina, nous aurons aussi un diaporama qui nous permettra d'illustrer et de comprendre ses propos. Et puis, je vous proposerai ensuite d'avoir un débat. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Patricia Tucas, peut-être pour intervenir et présenter nos intervenants de manière plus détaillée. Merci Patricia. Oui, bonjour, je vous remercie. Voilà, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir donc Santiago Castillo et Sébastien Reina. Santiago est professeur émérite de sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid. C'est un grand spécialiste de l'histoire sociale en Espagne. Je dirais même que c'est un pionnier de l'histoire mutualiste en Espagne. C'est par ce biais que je l'ai connu, et Michel aussi, je crois. Il a été, je ne sais pas si tu l'es toujours, Santiago, président de l'Association d'histoire sociale d'Espagne. Voilà. Et donc, il a publié de nombreux ouvrages dont nous aurons certainement l'occasion de reparler. Il ne s'occupe d'ailleurs pas uniquement d'histoire mutualiste, mais il est aussi spécialiste de l'associationnisme politique d'une façon générale, du syndicalisme, de l'émergence des initiatives publiques et privées de prévoyance sociale, et il s'intéresse au développement des systèmes de protection sociale d'une façon plus générale. Sébastien Reina, quant à lui, est l'ancien directeur général de la coopération auprès du gouvernement espagnol, et il est aussi collaborateur de la fondation Francisco Largo Caballero, qui est liée à l'UGT, l'Union générale des travailleurs en Espagne. Voilà donc pour nos deux intervenants. Alors nous allons, je crois, commencer par Santiago qui va parler du mutualisme en Espagne, et Sébastien ensuite nous parlera du coopérativisme. Voilà, Santiago, à toi. Merci, merci bien. Bon, le titre de ma contribution est le mutualisme en Espagne, de l'Ancien Régime jusqu'à 1936, 3 décennies d'études. J'ai fait comme sous-titre référence à ces 3 décennies d'études, car, comme je vais expliquer les commencements proprement dit des études contemporaines sur le mutualisme va commencer en 1980 avec un premier congrès, une première rencontre sur le thème. Bon, je vais prétendre, mon travail prétend établir un état de la question des études sur le mutualisme, et mon étude, ma contribution se base surtout sur l'étude de près de 200 références, 8 livres, articles consultés et qui sont fournis dans la bibliographie finale de la contribution que je vous ai envoyée depuis quelques jours par écrit. Merci. Bien.
Et quant à la chronologie, je me limite jusqu'à 1936, car dans notre projet de faire la contribution, nous envisageons que la Confédération nationale des mutuelles soit en charge de la période du 39 jusqu'à nos jours. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas préparé jusqu'au présent. J'espère qu'ils le feront. En tout cas, dans les études que nous avons faites depuis quelque temps, on a fait des références, et même des fois en français, dans des contributions dans le congrès en français, on a fait des références à cette période, mais c'est une référence plutôt générale et on voudrait avoir une référence plus exacte, plus concrète qui, on nous a dit qu'ils feront, mais malheureusement, ils ne sont pas faits jusqu'à présent. Ma contribution se compose de deux parties différenciées. Et dans la première, je commence par proposer une séquence rapide de l'évolution des études en mettant en évidence les moments et les œuvres plus significatives. J'aborde ensuite l'évolution des approches des contributions apportées concernant certaines des questions que je pense sont les plus pertinentes sur le sujet. Et tout au long de ce parcours, dans ma contribution, j'ai considéré l'état des recherches actuelles et les pistes nécessaires pour les recherches futures. Si on commence pour ce parcours, on pourrait dire que les années 90-92 sont presque le commencement, car en 1990, ceux qui traitaient la question, par exemple, Van der Linden déclarait que la historiographie sur les mutuelles est inégale. En Europe, certains pays ont été relativement bien étudiés, par exemple Grande-Bretagne, France, Italie, alors que sur d'autres, les informations sont pour l'instant insignifiantes. Effectivement, l'Espagne faisait sans doute partie des pays d'information insignifiants. À cette époque, en effet, il n'y avait pas en Espagne ni une seule étude globale qui traitait du mutualisme en général, comme objet d'études spécifiques pour le 19e et 20e siècle. Bien sûr, il y avait des tests marquants, mais il était évident que nous accumulions un grand retard au niveau des études par rapport à la plupart des pays européens. Nous étions encore loin de pouvoir même brosser avec quelques précisions un tableau même général des vicissitudes du mutualisme dans notre pays et de retracer les étapes et incidents les plus significatifs. Nous étions face à un objet d'étude qui était devenu presque invisible pour les chercheurs jusqu'alors. Tel était en termes généraux le panorama lorsqu'on a appris qu'une conférence internationale allait se tenir à Paris sous le titre expressif des mutualités de tous les pays. La nouvelle a été accompagnée de l'invitation à préparer et présenter un rapport sur l'état de la question en Espagne lors de la conférence. Nous pensions qu'on peut présenter peu parce qu'on n'a presque rien. Et alors, la solution a été d'envisager la convocation et l'organisation en Espagne d'une rencontre scientifique sur le sujet pour pouvoir apporter à Paris quelque chose de nouveau. Il restait des années, presque des années, pour la Convention de Paris. Alors, on pensait qu'on avait un peu de temps. Il s'agissait du premier encuentro international sobre las sociedades de socorros mutuos, ça veut dire première rencontre internationale sur les sociétés sur les mutuelles, les sociétés de sécurité mutuelle des travailleurs en Espagne. L'objectif était provoquer d'éventuelles recherches sur des aspects non encore analysés ou au moins inciter aux chercheurs à regarder différemment
des sujets déjà étudiés auparavant. Rendre visible, à la limite, c'est-à-dire donner de la pertinence au mutualisme dans les recherches qui étaient en cours sur des sujets connexes, sur des syndicats ou d'autres genres d'associations. Et étroitement lié à ce qui précède, évidemment, l'objectif était de favoriser la discussion collective des connaissances déjà existantes. Dans les deux cas, on a eu des très positifs résultats. On a eu 35 communications présentées et discutées lors de la réunion. Et ça a considérablement élargi la bibliographie existante. Et ce qui est plus important, les connaissances sur le sujet. Ils sont aussi permis de faire une première approximation du phénomène. Pour la première fois, on pourrait dire que la mutualité contemporaine était l'objet spécifique d'une réflexion collective dans notre pays. Et à ce titre, on pouvait faire un premier bilan collectif. Un bilan qui a fait écrire à Van der Linden, les œuvres qui y sont présentées ont réussi à lever les réalisations espagnoles dans ce domaine de la recherche historique à un niveau international. La publication de cette rencontre avec 32 travaux a fait, on peut dire, un bond en avant en Espagne. À travers ces 32 œuvres publiées qui doublent tout ce qui avait comme quantité qui avait été faite en avant, l'objet d'étude a été esquissé, au moins en termes généraux, et il a été dressé un premier tableau général de l'évolution du mutualisme en Espagne, tableau tentatif, mais tableau à la limite, tant de la législation comme des vicissitudes politiques qui les soutiennent. Ont été suggérées des lignes générales dans le développement de différents types de mutualisme avec ces différentes variantes. On a travaillé l'évolution quantitative abordant et soumettant à l'analyse les sources existantes différentes et disparates. Ne manquait pas non plus des analyses d'implantation effective de certaines sociétés ou des types d'avantages souhaités ou effectivement accordés par certaines associations, par certaines mutuelles. Et en plus, même ne manquait pas des études concrètes par région. Asturie, la Catalogne, la Galice et au Pays Basque. Bien. Ça a fait que 3 décennies de routes chaotiques, on peut dire, mais de routes à la fin qui a commencé. Le début était prometteur et nous a permis de penser qu'étant donné les premiers pas, faire du mutualisme espagnol un objet d'étude attrayante, pour les maintenir dans les dits statuts, il était nécessaire de continuer à faire progresser la complexité de nos approches. C'est avec cette prétention qu'on a convoqué un seconde rencontre, un second encuentro sobre mutualismo y protección social dans l'Espagne du XXe siècle. Cette fois-ci, on a réuni des chercheurs, des acteurs et des gestionnaires de la provision sociale publique et privée pour réfléchir collectivement. 6 ont été les travaux présentés qui, dans leur ensemble, ont servi comme première approche de certaines questions clés concernant la réalisation des objectifs du mutualisme, sa fonctionnalité depuis l'époque où ils étaient des institutions de protection sociale presque uniques jusqu'à l'entrée en concurrence minérale avec les pouvoirs publics ou bien à la sécurité sociale et depuis l'apparition de celle-ci aux enjeux d'hier et d'aujourd'hui
d'adapter le mutualisme à un rôle complémentaire. Fermer à notre regret le cycle de rencontres, nous ignorons que dans les années suivantes l'existence d'autres initiatives pour favoriser la réflexion collective sur le phénomène du mutualisme volontaire. Cependant, bien sûr, des œuvres de mérite ont continué à être publiées indépendamment. La prochaine initiative de discussion collective dans laquelle le mutualisme a été repris comme l'un des thèmes centraux d'études a dû attendre l'année 2008 avec le 6e congrès d'histoire sociale qui a tourné autour de la prévision sociale dans l'histoire d'Espagne. Il s'agissait du centenaire de la création de l'Institut national de prévision sociale qui a servi cette fois l'association pour commander la préparation des 3 études pour la période considérée ici, ça veut dire de la fin de l'Ancien Régime jusqu'aux années 36 et même des autres études des années 1939 jusqu'au présent. Ça veut dire des 100 pages dédiées à des travaux exigés aux chercheurs qui étaient dans la pointe de la recherche sur les périodes encommandées. Bien, cet ouvrage ont été publiés évidemment dans les actes du congrès. C'est un congrès qui a compté aussi avec la participation des collègues étrangers, Patricia Touka et Michel Dreyfus parmi eux. L'une des contributions les plus importantes de ces congrès, c'était certifié scientifiquement que le mutualisme contemporain n'a pas été une création indirecte de nouvelles structures organisationnelles des travailleurs pour être un écran ou un bouclier désigné à de nouvelles structures essentiellement revendicatives. C'est-à-dire, on a constaté de la fin du XVIIIe et surtout dans la première moitié du XIXe siècle que les mutuelles en Espagne, et surtout dans la Catalogne, précisément où se trouve le commencement du syndicalisme, c'était des créations autonomes. Ce n'était pas des créations bicaires ou faites par le syndicalisme pour pouvoir échapper aux prohibitions, etc. L'étude de Barnossel, un travail magnifique qui procède d'une thèse doctorale, mais qui se confirme dans les congrès avec une contribution spécifique, confirme l'existence, je cite textuellement, d'importantes différences en termes de structure, de fonctions, de public, de démocratie interne, d'action supralocale et d'image publique parmi les autres types de sociétés répondantes ou des sociétés revendicatives, ça veut dire des syndicats, sans qu'il soit possible d'affirmer que les mutuelles n'étaient qu'un écran pour cellules de la résistance ou que celle-ci était une simple évolution de ces syndicats. C'était donc des créations autonomes. Peut-être ça a été l'idée plus importante, car quand on a fait le congrès de 1092, on commençait pour dire, bon, il semble que les mouvements de mutuelles, etc., surtout dans les zones plus industrialisées, ont été quelque chose, il y avait quelques travaux qui le disaient, c'était quelque chose de bicaire, ou c'était quelque chose de fait par les syndicats dans les premières années. Bon, cette étude faite comme thèse doctorale avec les plus grandes évaluations de comtesse a été un des plus importants modifications de notre pensée des commencements de cette période de 30 ans de recherche.
Bien, trois jalons, comme on a vu, des rencontres, les congrès, sur un chemin qui s'était élargi les années suivantes avec un filet intermittent, mais continu de publications jusqu'à nos jours, d'ouvrages divers sur plusieurs aspects de période du mutualisme. Dans le travail, j'explique quels sont les travaux plus importants qui ont été faits après 2008 jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas question maintenant parce que autrement on n'aurait pas pour finir la seconde partie. Mais en tout cas, c'est déjà pour écrit et présenté et référencié dans la bibliographie de mon travail. Seulement souligner l'asbut non lis, la création de la base de données de l'associationnisme catalan contemporain qui a été préparée par le groupe de recherche ISOCA de l'Université Rovira i Virgili et qui est disponible en ligne avec la référence correspondante et qui englobe pour l'associationnisme, non pas seulement pour le mutualisme, mais qui englobe déjà la référence aux environs de 25 000 références pour le 19e, 20e siècle de tout type d'associations. Évidemment, il existe des athénées, des associations culturelles, coopérativistes, évidemment, parce qu'un des promoteurs de la race, c'est précisément la plus grande association de France, la Rocaille Galaise, la plus grande association de référence pour les études de l'associationnisme coopératif, etc. Mais c'est une base disponible directement et les personnes qui ont fait ça, l'équipe qui a fait ça, qui est dirigée par les collègues de la Rovira et Virginie, vont faire aussi un travail pour apporter aux travaux collectifs que nous sommes en train d'organiser pour cette séminaire. Bien, la seconde partie, c'est une partie où j'explique un peu comment on a travaillé la quantification, les sources pour les travaux, comment on a commencé à étudier les mutuelles des travailleurs parce que c'était pour le commencement de nos études pour le type spécifique qu'on a commencé à travailler, mais que rapidement on a constaté que c'était les mutualités populaires, ça veut dire les mutualités qui n'étaient pas d'un métier, qui n'étaient pas avec des véhicules exclusifs, avec les classes travailleurs, ont été les plus importants et ont été les prédominantes dans l'histoire de notre mutualité dans le 19e, 20e siècle. On a travaillé assez profondément, mais malheureusement, sans la quantité de travaux nécessaires, mais de façon suffisante, les types de prestations mutuelles, la portée, enfin, la quantité moyenne d'associés qui avaient des mutuelles, etc. Et précisément, la taille de ces mutuelles est un des éléments qui explique très clairement pourquoi l'État n'a pas intervenu dans le mutualisme en Espagne, parce que même quand il va à législer sur les sociétés mercantiles pour les assurances ou l'assurance en général, laisse toujours dehors les mutuelles parce que les mutuelles espagnoles jusqu'en 1936, sauf quelques sections, mais quelques sessions exceptionnelles, sont des mutuelles qui
n'applique pas des critères scientifiques pour savoir, pour pouvoir affronter les possibilités de modification de ces affiliés, même simplement pour affronter la vieilleuse des associés et la problématique qui va à comporter ça. Il explique, je l'ai déjà expliqué, et des autres auteurs déjà l'ont expliqué comment, en 1922, quand l'État prétend mettre le mutualisme comme complémentaire, comme appui pour la sécurité sociale obligatoire de la vieillesse, premièrement, de la maternité, secondement, etc., convoque une réunion nationale, donne toute la possibilité de parler aux mutuelles, de proposer des choses, etc., mais prétend que la mutuelle, pour pouvoir rentrer complémentairement avec l'État, doivent avoir des critères techniques et doit avoir des possibilités de s'unir ou de se fédérer par département au moins ou par région, parce que n'ont aucune capacité d'affronter ni les propres prestations, que c'était seulement des médecins, des soins médicaux, etc. Même ça, on ne pouvait pas l'affronter. Ils se sont dit, bon, on vous présente une nouvelle législation, si vous voulez, une nouvelle loi, mais automatiquement, les mutuelles n'ont pas répondu directement après parce qu'ils devaient se fédérer, ils devaient mettre des principes actuariels, ils devaient faire beaucoup d'autres réformes qui n'étaient pas capables de faire. Seulement, dans le cas catalan, la seule fédération qui existait, en principe départementale, après va être régionale, la Fédération des mutualités de Catalogne, va à faire quelques fédérations de ces prestations, etc., et va avoir la possibilité de faire d'avoir quelques répercussions à niveau national. Bien entendu que pendant la République, avec la Généralité, etc., va donner une loi de coopérative et une autre loi de mutualité, et va être le seul territoire qu'avant la guerre civile va avoir une législation spécifique et un support de l'État, en pendant l'État, avec une de ces instances fondamentales que c'était la Généralité. Évidemment, ça va durer une année et demie, car après 1936, tout ça va être changé et la première loi franquiste va être de 1941. Bon, c'est un peu, en général, dire le développement du mutualisme en Espagne est un mutualisme qui se développe avec une quantité très grande de mutualités, mais presque toutes des 100, 150 ou même des 25, 30, 40, 50 associés avec une capacité minime de pouvoir affronter les choses, et quand on les place la question de les faire, ils ne le font pas. On a des sessions dans les chemins de fer, on a des sessions dans les mouvements ouvriers avec la mutualité de 1904 à 1936 de la Maison du Peuple de Madrid, qui va avoir aux environs de 60 000 et qui va avoir des cliniques propres, etc., ou le chemin de fer qui vont avoir aux environs de 70,
75 000 affiliés et donner des prestations tranquillement, non seulement jusqu'à la guerre civile, sinon jusqu'aux années 60 du XXe siècle, millions et millions d'argent de prestations parce qu'ils vont mettre tous les critères clairs des scientifiques dès la fin du XIXe siècle jusqu'à 1960. Mais ce sont des exceptions tellement exceptionnelles qu'on n'a pas eu des études dans le mutualisme. Si c'est malheureusement, on n'a pas eu, on a seulement des approches tangentielles que moi j'ai même fait, mais personne ne l'a fait parce que ce sont des choses si différentes aux autres qu'on n'a pas intéressé les étudiants. Merci bien. Merci, merci Santiago. Je ne sais pas si on voit, là, je montre juste le livre que vous avez signalé, qui est une référence. Et, donc, vous m'avez d'ailleurs dit qu'il était au musée social, cet ouvrage. Voilà. Il est à la bibliothèque Voilà, donc si vous voulez le consulter, si vous parlez espagnol, voilà, enfin, si vous lisez l'espagnol, il y a toujours cette possibilité. Je propose que nous passions à la communication suivante, donc de Sébastien, et je vous propose également, je parle aux participants là, de réfléchir d'ores et déjà à des questions que vous pourrez poser aux deux intervenants à la suite de l'intervention de Sébastien Reina, qui va donc nous parler maintenant des coopératives. Sébastien, à vous. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pouvoir m'adresser à vous dans votre langue. Ma connaissance du français ne me le permet pas. Bien que grâce à l'aide de Patricia, je puisse vous présenter ce résumé. Je vais parler, tenter parler en espagnol très, très lentement, si c'est possible. Oui. Bien. Oui, c'est-à-dire que Sébastien va parler en espagnol et il va nous passer des diapositives qui reprennent un peu les principaux éléments de son intervention. D'accord. Oui. Bueno, voy a presentar un resumen del estudio enviado a ustedes que resume un intento de historia del cooperativismo y la economía social en España desde la fase de mitad del siglo XIX, 1830, 1840, hasta el periodo del primer gobierno socialista después de la transición democrática, aproximadamente sobre 1985-1986. Hay alguna referencia más sobre la actualidad del movimiento cooperativo y de la economía social en España. El estudio se hace sobre la base de tres fases históricas. Por una parte, de 1840 aproximadamente hasta el comienzo final de la Guerra Civil Española, el periodo que va desde el régimen de Franco, el franquismo del 1939, hasta la transición que comienza aproximadamente en 1974, y por último desde el periodo ya propio de la transición democrática hasta el primer gobierno socialista y su consolidación en 1984-1986. Debo de indicar que el estudio, y además indicar como primer elemento historiográfico, y es que todo el proceso de la historia del cooperativismo, en particular y de la economía social, tiene fuentes suficientes para su estudio y análisis en los dos archivos más importantes del movimiento obrero español: el archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación de la Unión General de Trabajadores, Fundación Sindical, y el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, que es la fundación del Partido Socialista Obrero Español. Estos dos archivos del movimiento obrero cuentan con una documentación trascendente para poder realizar un estudio importante. Y la presentación de nuestro trabajo se hace
básicamente sobre el cooperativismo, diríamos, de origen socialista, es decir, el cooperativismo vinculado al movimiento obrero en particular. Hacemos unos primeros comentarios sobre el proceso de la evolución del concepto de economía social en España. Se puede decir que si bien hay algún precedente, como una publicación del profesor Tom Rimbaud Coder, ya de 1916, que habla de las instituciones de la economía social, cooperativas, mutualidades y sindicatos, publicado en Barcelona. Sin embargo, realmente el concepto de la economía social en España no avanza hasta muy comienzos de 1982-83. Y precisamente por recuperación del concepto de economía social estudiado tanto en Francia, fundamentalmente, como también muy particularmente en Argentina, con el país con el que el movimiento cooperativo español mantuvo mucha relación histórica. Entre los dos países se traslada el concepto en esos años en España, ya previamente, con carácter anterior, en la UGT se había consolidado ya ese concepto dentro del mundo sindical, pero no en la institucional, pero será a partir de 1984, con la creación de la sección española del CIRIEP, institución que ustedes conocen bien, de la Universidad de Lieja, con la creación de la sección española es cuando se introduce el concepto. Concepto que es ya aceptado por el primer gobierno socialista, pero que realmente no se convierte en institucional hasta el año 2011, en el que se aprueba la primera ley de economía social española. Hasta entonces, siempre hemos estudiado por separado las instituciones. Cooperativismo, mutualismo, asociacionismo, siempre por separado. Nunca se había estudiado de una manera conjunta o analítica. Ya adelanto que en la actualidad sí es un concepto absolutamente consolidado y desarrollado en nuestro país. Si hablamos de la primera fase histórica, desde mitad del siglo XIX, tenemos que indicar que hay, diríamos, dos publicaciones básicas para el análisis de ese periodo. Por una publicación del profesor Luis Arias sobre el cooperativismo socialista en España en ese periodo de tiempo, hasta el año 1939, y probablemente en la publicación más importante y que todos los cooperativistas españoles consideramos como el punto de partida del análisis, de nuestro análisis histórico, es la publicación sobre el movimiento cooperativo en España de Joan Reventós, un dirigente político del Partido Socialista de Cataluña, pero enormemente relacionado con el movimiento cooperativo. Su publicación sobre el movimiento cooperativo es la referencia básica, y sobre él hemos trabajado prácticamente todos. Si nos referimos más bien al movimiento cooperativo vinculado al asociacionismo católico o sindicalismo católico, entonces tenemos que hablar de la publicación de la profesora Josefina Cuesta, Sindicalismo Católico Agrario en España, de 1917 a 1919 y publicado en el año 1978. Esas son las tres referencias básicas. En el periodo del primer cooperativismo español y particularmente sobre la figura del pionero español del cooperativismo, que es Fernando Garrido Tortosa de Cataluña, tenemos que indicar que existe bastante documentación contemporánea de la época, analizando, y publicaciones de la época analizando el cooperativismo, y que posteriormente, después de la transición, también se han realizado estudios de una cierta importancia. Podemos confirmar que España no es un país dentro del ámbito de los actuales de la Unión Europea donde el cooperativismo, el primer cooperativismo, tuviera una gran influencia. Es decir, es un cooperativismo relativamente mediano dentro del contexto europeo. Pero tenemos que hacer una excepción, que es el caso de Cataluña. Cataluña tiene un peso específico importantísimo en el cooperativismo, no solo español, sino también europeo. Es decir, probablemente esté en el primer nivel. Y de hecho, todos los pioneros del cooperativismo español provienen de Cataluña fundamentalmente. Y además indicar que justamente en Cataluña el desarrollo cooperativo en aquellos años
no es un desarrollo directamente vinculado al socialismo institucional. Es decir, en una primera fase sí que son primeros protosocialistas, pero en una segunda fase es un cooperativismo que quiere mantener independencia con respecto al movimiento sindical y al movimiento político, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España. Pero sí que podemos considerar que es un cooperativismo importante. Y de hecho tenemos tres publicaciones que dirige Fernando Garrido Tortosa, que es por una parte La Organización del Trabajo, que es una revista que es fundamental desde el punto de vista del cooperativismo, pero también de los primeros movimientos asociativos sindicalistas. La publicación El Obrero, que todo ello está en los archivos de la Generalitat de Cataluña, que también recoge la primera fase de la organización del movimiento obrero, y la revista La Asociación, que es también la primera documentación que tenemos ya sobre movimientos asociativos importantes. Por lo tanto, esta es una primera fase donde tenemos buena documentación y hay realizado estudios con suficiente base y desarrollo. Por lo que se refiere al cooperativismo específicamente socialista, o más vinculado al mundo sindical, tenemos que hablar de la creación, ya a finales del siglo XIX, de la primera cooperativa propiamente socialista, que es la cooperativa La Arboleda en Bilbao, en el País Vasco. Es la primera cooperativa propiamente socialista, creada por las propias instituciones socialistas, y que va a servir de referencia para todo el cooperativismo posterior. Pero será en Madrid donde el cooperativismo socialista, como ocurre también en el caso de la mutualidad obrera, donde se consolida. Y en Madrid, en concreto, a través de la creación, ya en 1907, de la Cooperativa Socialista Madrileña. Es una institución. Es una figura que, junto a las mutualidades, configura un modelo muy estilo nórdico, muy estilo sueco, siempre se ha relacionado, donde se consideraba el socialismo como tres grandes bases. Base sindical, la UGT, base política, el Partido Socialista, y base cooperativa mutualista. Es decir, como tres grandes sectores, ¿no? Y así se configuró desde el año 1907 con la creación de la Cooperativa Socialista Madrileña, la cooperativa de consumo. Y también indicar que para analizar el cooperativismo socialista tenemos que hacer necesariamente referencia al movimiento de cooperativas de vivienda, de habitatge, que en España tiene gran peso. En España se habían producido, antes ya de la República, un número muy importante de cooperativas que podíamos considerar cooperativas de habitatge Sebastián, por favor, baratas, ¿sí? Sebastián, por Sí. favor, ¿puedes pasar las otras diapositivas? Perdón, sí, claro. Gracias. Exactamente. Bien, entonces, las cooperativas de habitatge son fundamentales. Ya se habían venido produciendo y en España tiene especial peso la creación de la gran primera cooperativa socialista de viviendas, que pasará, que coincide con la muerte de nuestro fundador, de Pablo Iglesias, y que pasa a denominarse Cooperativa de Viviendas Pablo Iglesias. Nombre que en origen es la gran cooperativa de mayor peso económico en el socialismo español, pero que es curioso porque luego vamos a ver rápidamente que luego se reproduce en el exilio y además se reproduce posteriormente como la primera gran cooperativa de vivienda socialista después de la transición. Es decir, que hay todo un proceso de desarrollo, de transición histórica. Bien, fundamentalmente para poder hacer un análisis documental de la evolución del cooperativismo socialista, tenemos que seguir básicamente el boletín denominado Hogar Obrero. El boletín Hogar Obrero, que es el boletín de la propia Cooperativa de Viviendas Pablo Iglesias. Esta va a ser la que de alguna forma va a marcar los elementos documentales básicos para el conocimiento de nuestro cooperativismo más vinculado al Partido Socialista. Indicar también que dentro del mundo socialista y a partir de la huelga general de 1917 vamos a conocer una importante evolución de lo que llamaríamos el cooperativismo obrero de producción o industrial. Es decir,
empresas cooperativas de trabajadores. Cómo nacen fundamentalmente para responder a la necesidad de crear puestos de trabajo para los socialistas represaliados durante la huelga general. Y el ejemplo más significativo, estábamos en el anterior, el ejemplo más significativo va a ser la primera gran cooperativa, que es la cooperativa Alfa. Es significativo indicar que el origen del nombre de esta cooperativa, la primera cooperativa socialista industrial, es el que se intenta crear un movimiento cooperativo que vaya de alfa a omega. Es decir, intenta crear cooperativas con los nombres de las palabras del abecedario griego, las letras del abecedario griego, y se crea la primera, pero solo esta, alfa. Ya no hay beta ni zeta. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, lógicamente, viene el corte en la guerra, ¿no? Esta cooperativa Alfa fue muy importante. En primer lugar fue la cooperativa de producción de armas en el País Vasco, y después pasó durante la guerra a producir máquinas de coser, máquinas de coudre, para, digamos, en una siguiente fase, y fue una de las más importantes de Europa, que todavía existe, por cierto, como empresa normal. Bien, a nadie se le oculta que ese intento de los socialistas vascos de crear desde alfa a omega todo un gran movimiento cooperativo se parece y recuerda a lo que después sería el Grupo Cooperativo de Mondragón. Pero ya en origen, desde un origen socialista, ya esta idea estaba en él. Bien, la República termina, por tanto, con un número importante de cooperativas obreras y cooperativas de consumidores. Es un paso muy importante. Entonces es ministro de Trabajo Largo Caballero, que es un promotor del cooperativismo español, y termina básicamente con la aprobación de una ley de cooperativas muy importante, que es la ley de 1931, que es la ley con la que se desarrolla todo el cooperativismo durante la República, y que evidentemente acaba truncada, diríamos, con la situación de guerra. La siguiente fase que vamos a estudiar es lo que vamos a denominar la noche negra del cooperativismo español. El cooperativismo no puede convivir sin democracia, y por lo tanto tenemos un gran periodo, desde el año 39 hasta la transición democrática, en la que el cooperativismo español tiene un papel muy poco trascendente y absolutamente reprimido, ¿no? El cooperativismo democrático por el régimen. En 1938 ya se deroga la ley republicana de cooperativas del año 31, antes incluso del final de la guerra, y como antes decía el profesor Castillo, en 1942 se aprueba la ley nueva de cooperativas, una ley que lo que hace es articular una dependencia del cooperativismo de las estructuras oficiales del régimen, perdiendo toda capacidad democrática. Además, es un periodo en el que prácticamente no hay movimiento cooperativo importante, desaparece casi el cooperativismo de producción, el cooperativismo de consumo casi desaparece, y solamente se mantiene el cooperativismo agrario, que tenía orígenes católicos y religiosos. Ese es el único cooperativismo que sigue subsistiendo durante toda la época del régimen franquista, y algo se recrea o vuelve a nacer del cooperativismo de viviendas, que siempre tiene una gran tradición en España y que se recupera en parte por el régimen. Pero ese periodo de 1939 a 1975-76 lo vamos a estudiar desde dos fases, y así lo hemos trasladado en nuestra información. Es lo que pasa en España, dependiendo del régimen, pero también algo que no está estudiado, que se ha estudiado muy poco. En Largo Caballero hemos hecho algo solo, que es el papel de los cooperativistas exiliados españoles en el exilio. Es decir, la presencia de viejos cooperativistas españoles en las estructuras cooperativas europeas, y la presencia de cooperativas nacidas de los propios exiliados. Creo que es una fase muy interesante de estudio,
Debo recordar que los exiliados españoles, que incluso habían estado en el gobierno con Largo Caballero, participan muy activamente en la creación del movimiento cooperativo francés, particularmente en la Gironde, donde las cooperativas alpargateras son dirigidas por exiliados españoles, y también participan muy activamente en la creación de la Federación Nacional de Cooperativas de Consumidor francesa, teniendo puestos importantes de representación. Pero es que nuestros cooperativistas exiliados vuelven a crear la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias en México, vuelven a crear cooperativas parecidas a las españolas en Buenos Aires. Es decir, que hay una importante, y esa parte no la hemos estudiado, y tenemos que profundizar en ese papel importante de nuestros cooperativistas. ¿Por qué? Porque después su influencia vendrá cuando estos cooperativistas o sus hijos o sus conocidos vuelvan a España y ellos son los que recuperan la vieja y tradicional democracia de nuestro cooperativismo histórico, con la experiencia de Francia, de México o de Argentina. Bien, sobre el cooperativismo existente durante el régimen solamente hay fuentes oficiales. Tenemos datos de intentos de creación de cooperativas democráticas durante el régimen, y el ejemplo, pero que no voy a profundizar en él porque es muy conocido, es el caso fundamental, es el del cooperativismo de Mondragón, quizá el mayor ejemplo cooperativo desde el punto de vista de producción del mundo, pero que nace de espaldas al régimen, pero no contra el régimen. Es decir, convive con el régimen en una situación especial, pues una influencia religiosa, y que no cabe duda de que es un ejemplo importante a estudiar y analizar, como está muy estudiado y analizado. Bien, posteriormente pasamos a la transición de España. Como ustedes conocen, se producen dos hechos: una político, el cambio democrático, pero también una importante crisis económica desde el año 73. En la transición, el cooperativismo español vive una fase complicada, una fase complicada desde el punto de vista de, diríamos, de recuperar un modelo cooperativo nuevo. Es decir, los cooperativistas españoles han evolucionado desde el punto de vista empresarial, se han adaptado a la realidad empresarial, pero necesitan fundamentalmente democracia y participación. Pero tenemos un problema en aquel momento de la transición, y es que los jóvenes españoles no confían, desconfían absolutamente del cooperativismo, porque el cooperativismo se había convertido en una referencia del régimen franquista, especialmente el agrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que los sindicalistas españoles en la transición empiezan a estudiar la realidad. Conocen otras experiencias de autogestión, tanto de Francia como de Alemania, van conociendo otras experiencias, sobre todo las nórdicas, Suecia, Dinamarca, y se va creando un nuevo movimiento cooperativo democrático, con dos tesis antipuestas. Los comunistas españoles prefieren utilizar las bases del viejo cooperativismo del régimen para crear y transformar un movimiento nuevo, y los socialistas preferimos enterrar todo el cooperativismo anterior y crear un movimiento cooperativo nuevo. Y ahí se produce una confrontación que ha durado muchos años, de modelo estratégico de desarrollo. Mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que el cooperativismo se presenta en la transición política fundamentalmente como un elemento de creación de empleo. España ha sufrido en aquel momento un problema estructural de pérdida de empleo, que además se ha mantenido muchos años después, y por lo tanto el cooperativismo aparece ya como una figura que es entendida así por los gobiernos, por los sindicatos, por los partidos, como una fuente fundamentalmente de creación de nuevo empleo. Y de esa manera nacen dos figuras cooperativas especialmente importantes en la España actual, que son las cooperativas de trabajo asociado, por una parte, trabajo asociado, y por otra parte una figura que tiene un gran éxito. Es una figura de sociedad de participación obrera. Son lo que llamamos las sociedades laborales, sociedades mercantiles
pero con una participación mayoritaria de los trabajadores. Y estas dos figuras van a ser las que van a tener más peso en el nuevo cooperativismo español. En parte las cooperativas de trabajo también, porque la experiencia Mondragón había significado una experiencia exitosa desde el punto de vista de creación de trabajo. Y por lo tanto, de alguna forma sirve de referencia para la nueva etapa. Y vamos, por lo tanto, a vivir una etapa, diríamos, de gran importancia en cuanto al número de cooperativas. Indicar que según los datos, tenemos un estudio de referencia, que es de los profesores Millán Díaz y Carmen Marcuello de la Universidad de Zaragoza, nos indican que en el año 1961 solo existían en España 60 cooperativas de trabajadores, cuando al final de la República y durante el periodo de Largo Caballero se habían creado 900 cooperativas obreras. Es decir, esto demuestra el poco interés del régimen en este tipo de cooperativas. Sin embargo, ellos van, ahí tengo los datos, van estudiando la evolución. 1969, 273, en 1975 ya la transición llegan a 650 y casi llegan a los 1.500 en el año 1980. A partir de ahí tenemos en dos bases documentales. Por una parte, la de la Asociación de Estudios Cooperativos, AECOP, que es una asociación que ya nació en el régimen, pero con fuerte presencia de demócratas, y que va a ir consolidando toda la información de la transición. Su archivo no está trabajado, es un archivo sin ordenar, pero muy importante, que se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Económicas, pero no se ha trabajado. Por lo tanto, ahí se podría reproducir toda la fase, diríamos, de nuestra transición en el cooperativismo. Y esta misma asociación produce una revista que se llama Revesco, Revista de la Economía Social y el Cooperativismo, que es la revista también que va a servir de referencia junto con la de CIRIE para conocer todo el proceso posterior de la evolución de nuestro cooperativismo. Ellos ya nos dicen en la revista Revesco que en el año 1989 solo en España se constituyeron 5.470 nuevas sociedades cooperativas. Si lo comparamos con las 60 que había en el año 61, pues expresa muy claramente la importancia de este tipo de cooperativas. Y nos indica que solamente en 2 años, en el 89, sociedades laborales se habían ya registrado 5.030 en 2 años, con 37.800 socios constituyentes. Es decir, que se puede decir que el cooperativismo y las sociedades laborales fueron un elemento central en la evolución. Y para ello hay que tener en cuenta que al final se pondrán de acuerdo las estrategias de UGT y comisiones obreras, el sindicato de origen comunista y el sindicato de origen socialista, se ponen de acuerdo las estrategias para apoyar este tipo de movimientos. Esto es fundamental para entender el éxito del desarrollo. Bien, para terminar, simplemente indicar que en el año 1987 se produce la primera ley democrática de cooperativas, tarda tiempo, porque hay diferencias estratégicas, en 1987, y que después ya, también en 1986, hay una ley de sociedades laborales, es decir, que ya se produce una normalización legislativa del cooperativismo español, y posteriormente ya en 2011 se produce la nueva ley de economía social que suma las diferentes instituciones. Actualmente en España tenemos una confederación de empresas de economía social, se llama CEPES, que articula la suma de todas las instituciones consideradas de economía social, cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, sociedades agrarias no propiamente cooperativas, organizaciones de pescadores, entidades sociales tipo organización de ciegos, tipo asociaciones de discapacitados, centros especiales para la creación de empleo para colectivos con dificultad. Es decir, todo lo que llamaríamos el ámbito social se articula a través de esta confederación empresarial de economía social. Agrupa esta confederación
a 200 asociaciones diferentes. A ver, un momentito. Sí. Agrupa a 200 asociaciones diferentes, reúne o agrupa a 43.000 empresas distintas y representa aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto español. Es una estructura muy apoyada de todos los gobiernos, tanto la derecha como la izquierda ha apoyado siempre estas estructuras, y actualmente es pues, una entidad importante hasta el punto de que la presidencia del CEPES español es también la presidencia de la economía social europea, la institución de la economía social europea actual. Por lo tanto, en este sentido, se puede decir que desde la transición aquí hemos vivido una evolución muy positiva y muy dirigida desde el cooperativismo, eso sí. Es decir, o sea que se puede decir que mutualismo y otras entidades han vivido también este proceso, pero cooperativismo ha sido un poco, diríamos, la referencia, diríamos, de protagonismo y de liderazgo en la creación de esa estructura en la actualidad del movimiento cooperativo, ¿no? Porque el mutualismo español, por desgracia, no tiene hoy ya el peso que tuvo en su momento y que el profesor Castillo ha resumido. Bien, merci y perdón por no haber podido hablar en su idioma. Muchas gracias. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je remercie les deux intervenants qui nous ont donc présenté les deux branches principales de ce qu'on appelle, nous, l'économie sociale, c'est-à-dire le mutualisme et le coopérativisme. Dans son introduction, Patricia, tu as désactivé ton micro, je crois. Ok. Bon, je suis désolée, là, ça fait 3 minutes que je parle absolument dans le vide. Donc, je reprends. Merci. Donc, je remercie les deux intervenants de nous avoir présenté le mutualisme et le coopérativisme, ces deux branches essentielles de l'économie sociale, dont Sébastien nous a dit dans son introduction, quand il a parlé du concept d'économie sociale, que ce concept était apparu pour la première fois en 1911 dans une étude, en 1916, pardon, mais qu'ensuite il était réapparu au tournant des années 1980 sous deux influences. D'une part, l'influence du CIRIEC, que tout le monde connaît, et la branche espagnole du CIRIEC a été créée en 1984. Donc, le CIRIEC, le Centre international pour la recherche et le développement de l'économie sociale publique et socialiste, et publique et coopérative, pardon. Et une autre influence qui était celle du CIDESCOP, qui est liée à l'UGT, donc une influence socialiste. Le CIDESCOP, c'est le Centre pour la recherche et le développement de l'économie sociale et coopérative. Voilà. Et qu'ensuite, donc, ce concept a pris plus d'ampleur avec le premier gouvernement socialiste après la dictature à partir de 1982, mais en s'appuyant sur deux références, celle de la France et celle de l'Argentine. Voilà. Ceci pour dire un peu comment le concept d'économie sociale avait émergé en Espagne. Donc, je vous invite maintenant à poser vos questions à Santiago et Sébastien. Vous pouvez poser vos questions donc en levant la main. Qui se lance? Qui se lance? Je veux bien commencer, Patricia. Oui. J'avais deux questions différentes. Une pour Santiago qui a mentionné, si j'ai bien compris, le fait qu'avant 1936, seule la Catalogne avait une législation spécifique sur la mutualité. Je voulais savoir comment on expliquait, est-ce que c'est un phénomène, comment dire, interne, sociologique interne, est-ce que c'est quelque chose d'importé, comment on explique cette spécificité? Et puis, la seconde question pour Sébastien, qui a mentionné que dans les deux catégories de coopératives, telles qu'elles surgissent après
après la République, se développent à la fois les coopératives de travail d'un côté et les coopératives, les sociedades laborales de l'autre lado, mais que les lois qui viennent donner un statut à ces deux types de sociétés intervient après que le mouvement ait déjà été lancé. Est-ce que c'est bien exact? Et est-ce que ces deux catégories de coopératives regroupent aussi des spécificités géographiques? Merci. Santiago? Bien, ¿se me escucha? Sí, sí, cómo no. ¿Se me escucha? Sí, sí, cómo no. La peculiarité d'avoir une loi pour la Catalogne, c'est seulement l'effet de la peculiarité d'avoir un gouvernement autonome à Catalogne. Aucune autre région pouvait législer, aucune autre région pouvait régler l'organisation, le fonctionnement, etc. de n'importe quoi. La Généralitat avait la concession de le faire. Pourquoi le fait la Généralitat? Parce qu'évidemment, il y avait un mouvement mutualiste, coopérativiste, etc., très intéressant, et parce que même dans les gouvernements de la République, et surtout dans le gouvernement de la Généralité, vont avoir des politiques qui sont de la démocratie chrétienne ou des autres partis qui ne sont pas tellement l'ultra-izquierda, l'ultra-gauche, qui vont voir ces mouvements avec sympathie parce que plusieurs parmi eux sont des individus qui forment part de ces mouvements. Ça veut dire, j'ai la possibilité de législer, je législe. Je fais la législation d'une chose. Et en plus, c'est une chose qui a une grande importance et qui a des personnes qui sont en demandant cette législation. Mais par exemple, nous avons déjà une législation nationale pour le coopérativisme. En 1931, avec M. Largo Caballero dans le gouvernement. Ça veut dire qu'ils peuvent législer, faire la législation, qu'ils ne peuvent pas la faire, non la faire, surtout s'il y a une demande. Parce que dans des autres lieux de l'Espagne, il y avait aussi coopérativisme, il y avait aussi mutualisme. À la Catalogne, il y avait coopérativisme, certes, mais plutôt à Barcelone, plutôt à des lieux. Mais le gouvernement de la Généralité a la juridiction de toute la Catalogne. Et à Madrid, il ne peut législer que le gouvernement central. Merci Santiago. Sí, merci. Sebastián. Sí, en España, cooperativismo, sociedades laborales, creación de empleo como de los trabajadores no se puede entender sin dos regiones, que son Cataluña y País Vasco. El resto tiene un peso específico relativamente poco importante. Quizá mucho en número, Andalucía es mucho más grande. Entonces, pequeñas cooperativas en pueblos hacen muchas, pero el peso específico en la economía lo tiene en el País Vasco y en Cataluña. Y eso ocurre igual en el cooperativismo como ocurre en las sociedades laborales. ¿Por qué nace la ley de sociedades laborales en España? Pues porque el propio gobierno y el Ministerio de Trabajo tienen la obligación de crear un marco legal para un producto que ellos habían producido. Es decir, desde la transición en España, no he hecho antes referencia por falta de tiempo, hay un instrumento jurídico administrativo muy importante que se llama Fondo Nacional de Protección al Trabajo, dotado económicamente de manera importante.
Este fondo, que nace a final del franquismo ya, tiene un objetivo, y es evitar que se cierren empresas. Es decir, producir, esto me recuerda algo a los fondos europeos actuales, en algún sentido. Tiene como objeto aportar ayudas a las empresas para evitar sus cierres, para evitar una caída radical de la actividad económica. Pero se pone una condición, por obligación dada también por influencia sindical, y es que se dé dinero a las empresas siempre que éstas aporten participación a sus trabajadores en el accionariado. Es decir, es una idea socialdemócrata clara. Es decir, yo te doy dinero, pero los trabajadores tienen que participar en tu capital. Y en la medida, y daré dinero a los trabajadores para que puedan acceder y comprar las empresas. Claro, esto en fórmula cooperativa, con una ley todavía del franquismo, era muy difícil de organizar. Estas empresas no podían ser cooperativas porque no respondían a los principios, y además la legislación franquista imposibilitaba esta evolución. Y se crean figuras sin forma jurídica, participadas por los trabajadores en mayoría, pero sin sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades mercantiles puras y duras. Pero son tantas que la propia presión de los trabajadores hace que el gobierno tenga que configurar una legislación que, si hubiera antes modificado la ley de cooperativas, quizá no hubiera hecho falta. Pero como la ley de cooperativas seguía siendo la vieja del franquismo, hubo que hacer antes una ley para regular esta figura. Y tengo que decir que yo soy el autor de esa ley, lo conozco bien el tema, tengo que decir que me basé en una ley francesa, que después he visto que es muy poco conocida, que es la Ley de Sociedades Anónimas de Propiedad Obrera, de la SAPO, que existía en Francia. Sí. Sebastián, por favor. Los otros participantes no hablan español. Pienso que tenemos una pausa. Sí. Dominique, vous pouvez reformuler votre question parce que j'ai oublié votre question. Du coup. Votre micro est éteint. Oui, ma question portait sur les sociétés, sur la différence entre les sociétés laborales et les coopératives de trabajo, et sur plusieurs questions. D'abord sur le fait que ces deux types de coopératives s'étaient développés avant la loi. Et je crois que Sébastien vient de nous répondre de façon très claire sur et ma deuxième question était, est-ce que ça représente effectivement des bases géographiques un peu différentes? Donc la réponse sur les bases géographiques est tout à fait claire, ça correspond à la Catalogne d'un côté et au Pays Basque de l'autre, donc ça je crois que c'est assez clair. Et deuxièmement, sur le fait que les lois sont intervenues après, c'est le fait que ces sociétés se sont développées en se fondant sur la présence du Fonds national de protection des travailleurs qui obligeait, qui faisait une protection contre des faillites qui auraient effectivement détruit l'emploi, mais qu'en même temps, ce fonds obligeait à une participation des travailleurs en échange de l'aide de l'État. Et donc après, comme ces sociétés ou ces structures se sont développées sur la base, sur des bases réglementaires, si j'ai bien compris, qui émanaient du franquisme, il a été tout à fait logique de revoir, une fois le développement engagé de ces deux types de coopératives, les bases juridiques, et Sébastien nous disait que c'était lui-même qui avait activement construit cette loi. Voilà, j'en étais là. Je ne sais pas et d'autre part, il était en train de nous dire, ou il va nous le dire, il va nous rappeler que, en fait, la différence entre sociedad laboral, c'est que la sociedad laboral, c'est ce qui correspond, c'est ce qu'il allait nous dire à la SAPO, c'est-à-dire un statut qui est très peu connu en France, qui est la Société anonyme avec participation ouvrière, qui a été d'ailleurs réglementé par une loi en 1917, mais qui est un statut très très peu utilisé, un statut en fait
dans lequel eh bien voilà, le nom est tout à fait explicite, hein, c'est-à-dire une participation ouvrière dans une société commerciale, en fait. C'est une participation ouvrière qui est tout de même majoritaire, je crois. Et voilà, c'est un statut que nous connaissons très peu en France. Nous connaissons surtout le statut SCOP, qui, lui, correspond aux coopératives de travail, ce que vous appelez les coopératives de travail en Espagne. Voilà. De production. De production, voilà. Les sociétés coopératives ouvrières des coopératives de production. Voilà. Et en Espagne, donc, on dit coopérative de travail ou de travailleurs. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Sébastien? Non, c'est complet, je crois. Merci beaucoup pour votre réponse très complète. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Oui, vas-y, Michel. Bon, d'abord, un grand merci. J'aurais plein de questions à poser parce que tout ça est absolument passionnant, mais bon, on n'a pas de temps. Une remarque et deux questions. Première remarque, le fait que l'histoire de chaque pays, enfin, de l'Espagne et de la France, le montre, ça influence très fortement l'histoire des deux mouvements et c'est complètement différent. Je prends qu'un exemple. L'Espagne a été neutre pendant les deux guerres mondiales. Et bon, elle a connu le franquisme à partir de 1936, enfin 38, 37, 38. Et bon, tout ça a des incidences, ce qui fait que c'est complètement différent. Mais bon, il faudrait peut-être y revenir dans une étude plus internationale parce que je crois que c'est vraiment très important. Mais bon, première question. Est-ce que en France, pour aller très très vite, la coopération de consommation est liée au mouvement socialiste, la coopération de production est liée à peu près à la CGT. Bon. En revanche, la mutualité n'a qu'un rapport très lointain avec le mouvement ouvrier. Est-ce que c'est la même chose en Espagne ou non? Bon, compte tenu de ces différences. Deuxième question, en France, la coopération, enfin, les différentes branches de la coopération plutôt, la mutualité et les associations dont on ne va pas parler, mais on ne va pas parler de tout, ont une existence séparée, en gros, jusque dans les années, bon, elles existent chacune à leur façon depuis le 19e siècle, mais elles ont une existence séparée jusqu'à la fin des années 70. Bon. Est-ce qu'il en est de même en Espagne? Parce que je remarque, bon, si je vous ai bien écouté, que la notion d'économie sociale apparaît plus tardivement en Espagne, puisque vous me parlez du début du XXe siècle, 1909-1910. Donc, en France, il y a eu tout un débat sur l'économie sociale, et pas seulement chez les socialistes, mais aussi chez les libéraux, chez les catholiques, chez les solidaristes. Ça fait beaucoup de monde. Je ne sais pas du tout si on a la même diversité en Espagne. Quoi qu'il en soit, on voit que la notion d'économie sociale, de mouvement organisé, se construit en France à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et d'après ce que vous dites, il semble que bon, le mouvement vient peut-être un peu plus tard en Espagne, mais enfin bon, ce que vous dites sur la loi de la création de la CEPES en 2011 me fait penser à la loi Hamon de 2014. Donc, est-ce qu'on a un tel mouvement en Espagne ou pas? Qui répond? Santiago? Sébastien? Je n'ai pas écouté tous les discours qu'il a fait, alors je ne sais pas exactement quelle serait la question qu'il me pose ou qu'il peut me poser. Bon, la question première, c'est est-ce que la mutualité en Espagne a des rapports avec le mouvement ouvrier? Parce qu'ils sont très faibles en France, au moins jusqu'à la Libération. Bon, après, ça évolue très lentement, comme toujours en mutualité, mais enfin, ça évolue. Mais enfin, avant, la mutualité, c'est le mouvement ouvrier, ce sont aussi bien socialistes que syndicales, ce sont des entités séparées. Est-ce que c'est le cas en Espagne? Los vínculos con el movimiento obrero de la mutualidad. La relation du mutualisme avec le mouvement ouvrier. Bon, ça, on peut dire, bon, dans la contribution et même dans des contributions antérieures, on l'a dit. Premièrement, le mutualisme et le syndicalisme vont être surtout de la part du socialisme vont être des choses pas tellement bien.
qui sont relationnés. Par exemple, les socialistes, jusqu'à la fin du 19e siècle, enfin, ils commencent à se former en 1988, que c'est la fondation du parti. Bon, mais en tout cas, d'ici à la fin du siècle, le socialisme pense que presque tous les mutualistes qui défendent le mutualisme le défendent comme une alternative à la révolution, comme une alternative à la lutte syndicale. Alors, pense que le mutualisme, ce n'est pas une question qui puisse être intéressante. C'est à la fin du siècle, juste à la fin du siècle, qu'il commence à voir que le mutualisme peut parfaitement être une associationnisme intéressante. Il commence à les formuler ou à l'appuyer. Par exemple, il commence à lancer la théorie de la base multiple. La base multiple, serait le syndicalisme des services. Nous devons faire offrir des services pour pouvoir retenir les personnes, etc., etc. Bon, qu'est-ce qui va passer? Le problème, c'est que le mutualisme exige personne qui ait salaire plus ou moins constant et il s'agit de mutualistes qui peuvent payer la quote et qui peuvent la payer assidûment. Si la plupart des travailleurs n'ont pas de travail fixe, n'ont pas de salaire haut, etc., l'Espagne va être cataloguée comme le pays des salaires B. Et pourtant, c'est difficile de maintenir un mutualisme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelques syndicats vont offrir des services, etc., mais ils fracassent parce qu'ils ne peuvent pas les maintenir, parce que les affiliés ne peuvent payer chaque mois la quote, etc., qui peut faire que les prestations se donnent. La solution va venir à niveau des maisons du peuple. On dit, bon, on va faire un mutualisme pour tous les travailleurs auxquels ils puissent participer les travailleurs de la caisse du peuple. Ça veut dire, si à Madrid nous avons environ des 15 000, 20 000 affiliés, on peut trouver là des catégories de travailleurs et surtout une quantité qui puisse faire une mutualité qui se maintienne. Bon, ça va être la solution qu'on va mettre à Madrid en 1904. J'ai fait tout un déroulement de cette expérience dans la contribution, mais j'ai publié, il fait quelque temps, une explication plus haute. La question va être, bon, on fait pour tout le monde, on fait que les associés de la mutualité soient en même temps syndiqués, ça veut dire question fondamentale pour être dans la mutualité, être préalablement associé dans son métier. Bon, comme ça, on va commencer à faire une mutualité qui, en passant le temps, jusqu'à 1936, va avoir 60 000 affiliés. Mais on va obliger si tu as un enfant de 16 ans, de 17 ans, qu'il soit aussi dans les syndicats affiliés, syndiqués à la mutualité. Ça veut dire on va renforcer l'une et l'autre, mais quand ils sont une quantité de personnes qui puissent se mettre dans la mutualité. Sinon, ils ne le font pas. Bon, ils le font et ils fracassent. Ça veut dire seulement dans des grandes masses d'affiliés, on puisse faire une mutualité, parce qu'une mutualité ne peut payer, si tu es malade, ne peut payer la maladie ou les médecins, etc., s'il n'y a pas d'argent.
Et pour avoir d'argent, accumuler d'argent, etc., et faire face, il doit avoir une quantité importante. Et ça va être une politique très, très, très défendue par les socialistes. On va mettre en face de la mutualité à M. Darlo Caballero, que ce n'était pas quelqu'un dans le mouvement, et on va les mettre comme gestor de la mutuelle. Mais le problème, on n'a pas d'argent, on n'a pas de salaire fixe, on n'a pas de quantité de personnes qu'on puisse travailler sur eux. Et en plus, en avant, on avait la prédiction, au fond, le discours surtout des coopératives plutôt que des mutuelles qui disaient bon, le coopérativisme peut faire face au capitalisme, on n'a pas besoin de faire la lutte contre le capital, etc. Et ça, au commencement, mettait en arrière aux socialistes. Après, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu la Belgique, avec ses caisses de peuple, avec ses syndicalismes de service, ils vont les mettre. Mais ça, on va les mettre en 1904. Mais quand on veut faire ce syndicalisme de service, non dans la maison du peuple, en essayant de le faire avec tous les syndiqués qui ont des divers métiers, le faire par fédération. Quand ils font faire les fédérations d'industrie par les fédérations de métiers, ils vont les faire seulement cet mutualisme dans la fédération graphique. Ils vont les essayer en 1918 dans la construction, dans les bâtiments, etc. Ils ne vont pas les faire. Seulement vont pouvoir les faire à partir des années 20. Les années 20, 25, etc. Ils peuvent faire le syndicalisme d'industrie, les nouveaux. Sinon, on n'a pas un syndicalisme d'industrie, on ne peut pas le faire. Parce que le syndicalisme d'industrie, c'est dans tout le pays, on a une masse forte. Alors, celui qui veut se mettre dans la mutuelle, on a une base. Mais cette base, en Espagne, on ne l'a pas jusqu'aux années 30. Et la guerre vient en 1936. Ça veut dire la fédération d'industrie, le nouveau syndicalisme qui serait la base pour appliquer le mutualisme, ne va pas être présent en Espagne qu'à la fin de la période avant la guerre, aux années 20-30. Tout le monde dit, bon, il faut faire des fédérations d'industrie, blablabla, bla, 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 mais la fédération graphique, la seule qui existe, et à partir des années 20, vont exister des autres. Mais à partir des années 20, on a la dictature de Primo de Rivera, et après la République, après la guerre. Ça veut dire que la base pour faire un mutualisme syndical sérieux, on va seulement le faire dans quelques maisons du peuple comme celle de Madrid, et pas plus. Jusqu'aux années 25-30. Merci. Alors moi, je vais poser deux questions, enfin deux remarques ou questions, l'une à Sébastien, l'autre à Santiago. Sébastien, j'ai été très intéressée par la recréation du coopérativisme par les républicains en exil en Amérique latine, mais vous avez parlé aussi de la France. Oui. Et ces républicains, ils ne sont pas tous retournés en Espagne ensuite. Certains sont restés notamment en France, un certain nombre, en Amérique latine également. Je voudrais savoir si vous avez des éléments sur l'influence qu'ils ont pu avoir sur le coopérativisme d'Amérique latine. S'il y a, et si des liens subsistent entre ces coopérateurs qui sont espagnols, qui sont retournés en Espagne, et ceux qui sont restés sur place. Donc ça, c'est une première question. Et ma deuxième question, elle est pour Santiago. Alors, tu as bien expliqué qu'au début du XXe siècle, encore, les mutuelles étaient très faibles et, sur le plan financier, sur le plan organisationnel,
et qu'elle n'était pas, que l'État en fait ne pouvait pas s'appuyer sur elle pour développer, par exemple, pour faire fonctionner la première loi sur la vieillesse en 1922, etc. Mais à quel moment, enfin, il y a eu un moment tout de même, alors la sécurité sociale, ça date des années 60, début des années 60 en Espagne. Là, La sécurité sociale. la sécurité sociale comme telle, ça Oui. va être du franquisme. Mais la prévision sociale, enfin, par exemple, la sécurité vieillesse, on va la mettre en 1920 pour certains qui ont 4000 pesetas de plus, pour des salaires, etc., parce qu'ils doivent avoir surtout quelques permanences dans les cotisations, etc. Et la maternité, Et donc, ma question, va mettre en 29-30. C'est une loi du 29, la dictature de Primo de Rivera, et va se mettre avec les règlements dans les 30, dans les 31, qui est déjà la République. Ce n'est pas une loi de la République, mais c'est la République qui la met en cours après les règlements. donc ma question c'est… Dans les années 20, l'État est en train de discuter quelles sont les choses qu'ils vont mettre en pied. Et ils parlent ils font ce qu'on appelle conférence, ça veut dire un congrès tant le pouvoir public comme les mutuelles pour discuter la possibilité, les rôles qu'ils pouvaient jouer dans ces plans de sécurité sociale qui sont en train de mettre en cours. D'accord. Et à quel moment donc les mutuelles ont joué un rôle effectif dans le système de santé en Espagne? À quel moment ils vont avoir quelques rôles Oui. ça va être dans le franquisme, mais un rôle déterminé par le pouvoir, etc. etc. Mais seulement la seule intervention du mutualisme dans des choses qui sont en relation avec ce genre de sécurité sociale vont être des accidents du travail, parce que la loi de 1900 exige qu'on crée des mutuelles patronales, des mutuelles des entreprises pour faire face à l'obligation de payer les indemnisations des accidents. Mais ce n'est pas une sécurité sociale de l'État, c'est l'État qui oblige à que le patronat ait une mutuelle qui puisse faire face à l'obligation. Ce n'est pas une loi de sécurité sociale, mais c'est une loi qui oblige le patronat à avoir des mutuelles. Ces mutuelles qui existent jusqu'à présent, de 1900 jusqu'à présent, ils existent et ils vont jouer des rôles très, très, très différents parmi tous les parcours. Et on vient de publier un livre excellent, complètement excellent, sur l'histoire de la mutuelle patronale de 1900 jusqu'à 1919, parce que le livre vient de se publier en 1920. 2020. Mais malheureusement, c'est un livre qui est publié par le ministère du Travail, mais qu'on ne le vend pas. C'est un livre qu'on doit réclamer au ministère, s'il vous plaît, je voudrais bien, et on l'envoie gratuitement. Ce n'est pas une question stupide, hein? C'est une question qui est récurrente, car le livre que j'ai dirigé, il fait des années sur les centenaires du ministère du Travail, qui véritablement, c'est un livre avec une graphure, etc., un livre excellent comme édition. Le contenu, je crois qu'évidemment aussi,
se trouve tranquillement dans quelques lieux dans les ministères sans être vendu. Et on a besoin, si quelqu'un veut n'importe quel livre comme l'un ou l'autre, il doit réclamer au service de publication du ministère, mais je sais que ça existe, mais pouvez-vous me dire comme je peux avoir ce livre? Compliqué. Sébastien? Sí, la respuesta es sí. Es decir, los cooperativistas españoles tuvieron gran influencia en América Latina. Yo diría que en el exilio, que es una etapa poco estudiada, nuestras referencias básicamente son Francia y América Latina. En Francia hay dos modelos. Cooperativas creadas por españoles para dar trabajo a españoles. El caso más significativo es la cooperativa La Sandalière de Bruselas, de Burdeos. Una gran cooperativa que en su momento existió, aunque luego tuvo problemas. La Sandalière, que está hecha como un reflejo o como una referencia a las cooperativas de sandalias españolas del Levante, que es la que pone en marcha un cooperativista español importante que se llama Rafael Heras, que fue un colaborador de Largo Caballero, que sale al exilio, pero que es apoyado por el cooperativismo de Burdeos y llega a ser gerente de las cooperativas en toda la zona de Burdeos, de las cooperativas de consumo y de las cooperativas vitivinícolas. Y tiene un gran peso. Él lo que hace es que dirige o lidera lo que se llama el Grupo de Cooperadores Españoles en Francia, que es el germen de la Federación de Cooperadores Españoles en el Exilio, que ya recoge Marruecos, Bélgica y América Latina. Es una gran organización que yo creo que vale la pena estudiar porque tiene gran influencia, incluso en la propia primera ley de cooperativas francesas. Participan españoles exiliados por la experiencia de la ley del 31 de Largo Caballero, que tiene efectos. Yo he estudiado las dos leyes, del 31 y 47, me parece que es en Francia, y se ven claramente efectos. En América Latina, hay otro... Attendez, je dis en deux mots, voilà, Sébastien nous parle de grandes coopératives qui ont été créées par des Espagnols, notamment dans la région bordelaise. Il y a une coopérative qui s'appelle la Sandalière et qui est le reflet exact d'une coopérative créée en Catalogne. Oui. Voilà. Et donc, il nous a cité comme ça plusieurs coopératives qui existent en France et qui sont de création espagnole. Oui. Vous pouvez continuer. Indicar también, en América Latina tenemos otro gran cooperativista español que se llama Fabra Ribas. También Fabra Ribas. También colaborador de Largo Caballero en la República. Él es el fundador de un movimiento todavía existente que se llama Unión de Cooperativas Bolivarianas en Venezuela y Colombia. Unión de Coopératives Bolivarianas. Exacto. Que todavía existe como organización dentro de la Organización de Cooperativas de América. Él escribe un libro que es muy importante en el cooperativismo internacional, conocido, que se llama La Cooperación. Su futuro está en América. Ese es el título del libro. La coopérative, son avenir, su futuro. Su futuro está en América, como reflejo de la importancia del cooperativismo americano. Desde entonces hay una gran influencia del cooperativismo español en América Latina, pero también al contrario. Es decir, en España se estudia con mucho detenimiento el cooperativismo latinoamericano. De hecho, después de la transición, cuando España comienza a hacer programas de cooperación con América, programas económicos de cooperación, prácticamente el 90% de todos los programas de cooperación son dirigidos a cooperativas americanas. Es decir, el cooperativismo se convierte en el programa estrella de la cooperación del gobierno de España durante el tiempo posterior a la transición. Es decir, que sí que hay una relación muy directa y sigue habiendo.
muy directa entre cooperativismo en América Latina, que proviene del papel de los exiliados españoles, tanto en México como en Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela, etc. Ok. Bon, pour résumer, voilà, il nous a cité aussi plusieurs coopératives espagnoles. Le nom d'un collaborateur de Largo Caballero que je n'ai pas compris le nom de ce collaborateur. Antonio Fabra Ribas. Fabra Ribas, d'accord. Antonio Fabra Ribas. D'accord, qui a écrit un livre important sur la coopération aussi. Et donc, il nous dit aussi qu'après la transition démocratique, donc après le franquisme, donc la coopération économique entre la coopération économique a été assez importante entre les coopératives espagnoles et d'Amérique latine, créées par des Espagnols. Charlotte, tu as levé la main? Oui, j'ai une dernière question, si c'est encore possible. Oui, c'est possible. Il nous reste 10 minutes, ça va. Une question à Santiago. Dans mes recherches, j'ai travaillé beaucoup sur les établissements mutualistes en France. Et dans mes recherches, j'ai été amenée à voir que certains mutualistes, notamment dans le sud de la France, s'étaient inspirés d'un modèle de clinique de la Fédération mutualiste de Catalogne, je crois. Vous avez des informations et des archives sur ce modèle, parce qu'apparemment, ils étaient très, très organisés au niveau des établissements et ils avaient mis en place des modèles assez pionniers dans ce domaine. No, yo puedo contestar. Oui, c'est bon. Yo no he trabajado ese tema, no tengo formación. Lo que sí puedo es consultar o preguntar y ver si existe algo al respecto. Pero yo francamente lo he trabajado el mutualismo históricamente y la parte del franquismo hasta la actualidad lo único que he hecho es hacer las grandes líneas porque, por desgracia, la Confederación Nacional de Mutualidades pues solo hay un dato muy concreto. Yo les he pedido hace unos meses, digo, bueno, o hacéis esta parte vosotros, porque sois los que tenéis los datos y además así resaltáis la importancia que sea, porque se trata de un seminario en el que aparte de conocer la historia, se quiere conocer evidentemente la realidad actual y las perspectivas que se tienen y tal. Dice, no, mira, lo único que vamos a hacer es mandarte bibliografía. Digo, bueno, pues si me mandáis bibliografía básica, pues yo puedo ponerme a leerla. La bibliografía básica que me han mandado son 10 títulos, de los cuales 5 son títulos de publicaciones mías. Okay. Santiago n'a pas beaucoup travaillé sur la période du franquisme et les périodes postérieures. C'était avant le franquisme, bien avant, c'est dans la période des années 30, avant la guerre civile. No lo sé, no lo conozco. Santiago, una cosita, si puedo, respecto antes, lo del sindicalismo de industria. Es que precisamente en el trabajo que os he mandado hay una parte en que se habla de esa cuestión del sindicalismo de industria, pero está publicado también un estudio de por qué siempre que se habla del sindicalismo de servicios por UGT, yo me quejo ahí, está escrito en un libro y publicado, que lo tenéis también en la biblioteca, por qué siempre se habla de ello, pero nadie lo ha estudiado. Es decir, que el sindicalismo de servicios y los servicios, dicho desde otra forma, y los servicios prestados por el sindicalismo de industria, quien tenga 5 páginas publicado en España, que me lo diga, porque serán las primeras 5 páginas que yo pueda leer sobre el tema. Todo el mundo hablamos de lo importante del sindicalismo de servicios, de lo importante de la base múltiple, y no hay ningún texto sobre ello. Y eso lo explico un poco más ampliamente en este libro, que es que lo tenéis ahí, que es el 4º congreso de la Asociación de Historia Social sobre el mundo del trabajo, el 7º congreso, el siguiente al 6º, porque ya se volvió a decir otra vez el sindicalismo de servicios, y yo aquí explico qué es lo que se entiende por sindicalismo de servicios y por base múltiple,
y por qué no está estudiado y ojalá que se estudie. Eso es lo que, y lo tenéis ahí, es el séptimo, vosotros tenéis todos los congresos de la asociación, el séptimo congreso. Je crois que j'avais fait une recension de cet ouvrage dans la RECMA il y a quelques années, donc vous avez un résumé, et je crois que l'ouvrage figure également au musée social. Pour répondre peut-être à l'attente de Charlotte, Santiago, tout à l'heure, tu as parlé d'une base de données de l'associationnisme contemporain catalan. Est-ce que cette base de données, on peut y accéder par Internet? Oui, on peut accéder. J'ai mis dans des rapports que je vous ai envoyés. Ok. Alors, nous pourrons faire circuler. En tout cas, sinon, quand on finit ici, je vous l'envoie. Et il est aussi dans un livre, et même dans les rapports que j'ai faits, je vous explique même qu'il y a un article de ce qu'ils l'ont fait, expliquant qu'est-ce qu'ils ont fait et comment traiter les bases de données, etc. Mais la référence, c'est une référence qu'on la met en ligne et immédiatement vous rentrez dans la base de données. Vous pouvez faire par année, par type d'association, par lieu où se trouvait cette association-là, etc., etc. Et c'est pour toute la Catalogne et pour toute l'histoire de la Catalogne. Mais dans l'article que j'ai mis dans la référence, même je peux vous donner maintenant la référence. Je pense que nous pourrons l'envoyer. C'est le document que tu nous as envoyé, on pourra l'envoyer à tous les participants. Je n'ai pas eu non plus, moi, tout ça. Oui, oui. Non, on va vous envoyer tout ça. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Eh bien, je crois que nous allons conclure. Merci beaucoup à tous les deux. C'était absolument passionnant. Et comme le disait Michel, il faudrait une nouvelle rencontre franco-espagnole. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et d'informations à échanger sur nos recherches respectives. Voilà, et ce serait extrêmement intéressant, pas seulement pour les historiens d'ailleurs, d'une façon générale, pour tous ceux qui travaillent sur l'économie sociale. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dominique, je vous laisse le mot de la fin. Oh, ben écoutez, le mot de la fin est assez bref. Merci Patricia. Il est pour remercier tout le monde. Un grand merci pour vos contributions qui effectivement étaient tout à fait éclairantes, étaient assez très claires sur la structuration de nos deux mouvements et mettaient bien en valeur les différences, comme le disait Michel tout à l'heure, sur les modalités de construction de nos mouvements au XXe siècle. Donc, un grand merci. Comme vous le savez, cette séance clôture notre cycle de cette année. Nous sommes passés par les Flandres, par le Royaume-Uni, par le Québec, par l'Italie, puis par l'Espagne. Donc, nous allons continuer à travailler l'année prochaine, peut-être sur des bases un peu élargies par rapport à nos préoccupations, avec notamment l'idée peut-être d'avoir des approches croisées entre les thématiques, pas uniquement l'histoire, mais aussi peut-être d'autres disciplines. Enfin bon, c'est un sujet que l'on va voir, donc on ne manquera pas effectivement de vous envoyer les informations à cet égard. Et par ailleurs, il y a un deuxième volet sur lequel nous allons continuer à travailler, qui est lui historique en quelque sorte, mais qui concerne plus le volet archivistique, puisque, comme vous savez, le CEDIAS possède beaucoup d'archives sur l'économie sociale, et c'est un des sujets que nous avons abordé avec certains de nos correspondants internationaux et sur lequel nous allons réfléchir pour voir s'il n'y a pas un peu plus d'approfondissement que nous pourrions faire avec des travaux d'archives ou avec des structures d'archives dans d'autres pays pour lesquels des échanges seraient intéressants.
Voilà, je ne suis pas plus longue aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Santiago et Sébastien. Et courage pour la suite de l'été. Et puis, un grand merci à Patricia et à vous tous. On diffusera bien évidemment, avec votre accord, les documents que vous nous avez convoyés. Merci beaucoup. D'autre part, je voulais signaler que sur les 3 premières séances, c'est-à-dire sur la Belgique, le Québec et la Grande-Bretagne, Olivier Chaibi a fait un compte-rendu pour la RECMA qui paraîtra dans le numéro de juillet. Et Charlotte et moi-même nous occuperons du compte-rendu donc de la séance italienne et de la séance espagnole pour le numéro d'octobre de la RECMA. Voilà. Et merci à Santiago et Sébastien pour l'effort linguistique également. Merci beaucoup. Merci à tous et merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.